avec la monarchie de Juillet, on verra bien qu'il y a une continuité et que l'État est là pour nourrir de ses bienfaits sur la bourgeoisie elle-même. Les concessions de mines leur sont données et on leur donne l'exclusivité des grands travaux. Et sous Louis-Philippe, c'est le moment des voies ferrées. Le grand chemin de fer fera que des fortunes vont se construire sur l'établissement du réseau ferré français. Comment cela se pratiquait? Un groupe financier se présente à l'État et dit « Je veux faire une voie ferrée d'ici à là ». Alors on demandait à l'État de faire tous les travaux de soubassement très coûteux. Surtout quand il y a des tunnels à creuser et des ponts à établir. Et c'est l'État qui doit faire les commandes pour construire et fournir locomotives et wagons. Et des garanties de rentabilité sont assurées à ces compagnies, qui n'ont donc aucune dépense à faire. L'exploitation doit être bénéficiaire pour la compagnie, et si la compagnie est déficitaire, c'est l'État qui donne les fonds pour arriver aux bénéfices calculés d'avance. Et de nos jours, on parlerait de subventions. La monarchie permet également l'exploitation des enfants. Et un enfant à partir de 5 ans pouvait, grâce à des machines, faire le même travail qu'un adulte. Mais un enfant étant payé le quart du salaire d'un adulte. Et étant donné que le machinisme se développait à cette époque, la mortalité dans cette industrie est prodigieuse. Et le nombre d'enfants morts dans l'indifférence de cette classe bourgeoise est inimaginable. Mais les prolétaires qui font beaucoup d'enfants, cela permet la constitution de fortunes énormes. Les ghettos ouvriers de l'industrie sont séparés des villes où les bourgeois vivent. Ils ne veulent pas les voir et rentrer en contact avec eux. À Marseille, Rouen, Mulhouse, les prolétaires étaient parqués à leur écart. Sauf à Lille où le prolétariat est logé dans les caves, et sur 21 000 enfants nés, 10 ans plus tard, 600 seulement ont survécu. Et aujourd'hui encore, certaines familles fortunées, très fortunées, ont prospéré sur ces gens. Ces chiffres sont donnés par Adolphe Blanqui, membre de l'Institut, et qui a enquêté auprès d'un médecin de Lille, qui lui confie les chiffres de cette triste réalité française sous le régime de Louis-Philippe. Proudhon dira c'est un système d'anthropophagie. Victor Hugo dira de ces charmantes qui dégustent des petits gâteaux dans des raouts qu'elles ne se rendent pas compte, mais c'est des enfants vivants qu'elles dévorent. Des réformateurs tels que Saint-Simon, Fourier, Lebrun, Louis Blanc sont dans la ligne de Robespierre, essayant de conscientiser les prolétaires au rôle qu'on leur fait jouer. Robespierre disait « La plus grande partie de nos contemporains est aujourd'hui réduit à un tel degré d'indigence où l'homme uniquement préoccupé de survivre est incapable de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés. » Alphonse de Lamartine sera le déclencheur de sa place dans cette petite classe. Il décide de se présenter à la députation et sera élu et prendra sa fonction en 1834. Lamartine disait « La question des prolétaires est, si on n'y prend pas garde, celle qui fera l'explosion la plus terrible dans notre 19e siècle. » Il est étranger aux doctrines de Lebrun et de Leblanc. Et de 1834 à 1841, il essaye de créer un parti social. Il a 4 à 5 amis à la Chambre, mais il n'est pas pris au sérieux car il est compromis en tant que poète. Et il se présente à la présidence de la Chambre auprès du roi Philippe, mais il ne sera pas élu. Il se dit alors « Je vais moi-même provoquer la révolution, avant qu'elle se produise, pour éviter le chaos et empêcher la révolution de dévier. » Et il s'attaque au suffrage universel qu'il veut ramener comme espérance. Le 9 mai 1838, il fera un discours où il aura attaqué les corporations industrielles et les grandes compagnies, disait-il. Ces vastes associations industrielles et commerciales qui constituent des corps dangereux,
incomparable avec une liberté réelle. Ces corps résistent à ceux qui est au-dessus d'eux, l'État, l'intérêt commun, et oppriment ceux qui sont en dessous, le peuple. C'est la meilleure forme que l'oppression ait jamais pu prendre. Une fois que vous les avez créés ou laissés naître, ils sont maîtres de vous. Vous ne savez pas où les saisir. Et ils vous dominent. Ils se glissent partout dans la presse, dans l'opinion, dans les assemblées où ils trouvent des intéressés et des auxiliaires. 60 à 80 fabricants de fer tyrannisent impunément tout le pays. Le 25 mars 1846, il dénonce un des pires désordres dans l'intérêt privé qui menace la France. Les coalitions du capital feignent donc l'innocence quand la coalition des salaires est, elle, coupable et punie. L'article du Code civil 415 napoléonien qui condamne les coalitions ouvrières pour enchérir les salaires. Il révèle la manœuvre des compagnies minières d'Auzun et de la Loire, déchire le voile dont elles couvrent leurs opérations pour s'associer en agglomérations puissantes. Elles ont multiplié les promesses, soutenant que les frais généraux se trouvant réduits par l'association, il leur sera facile à la fois d'abaisser le prix de vente du charbon et d'élever les salaires. Qu'a-t-on vu cependant, disait Lamartine. À Anzin, le salaire moyen était de 2,75 francs par jour avant la concentration. Aussitôt après, le salaire qui devait être augmenté a été ramené de 2,75 francs à 1,50 franc. Pas de trust encore dans le Gard. Prix moyen de l'hectolitre de charbon, 77 centimes. Trust parcelle réalisé déjà dans la Loire, prix moyen du charbon, 1,32 franc, presque le double. Quand il y aura 20 000 actions des 80 millions des compagnies de la Loire qui se seront infiltrées dans toutes les fortunes et dans toutes les consciences des hommes politiques, ne vous en rapportez plus à personne. Leur influence gouvernera le gouvernement. Y a-t-il eu ou n'y a-t-il pas eu de révolution en France? On est tenté de se poser la question à tous les pas. Non seulement dans l'ordre politique, mais surtout dans l'ordre industriel et social. Lamartine, qui a écrit ce volume de l'histoire des Girondins, pour tenter d'accoutumer le peuple à la République, il dira des Girondins rejoignant la pensée de Jaurès, qui écrit « Une oligarchie de grands bourgeois arrogants et beaux-parleurs ». Lamartine dit les Girondins étaient parfaitement résolus à laisser subsister dans les profondeurs de la nation toutes les iniquités. Ils voulaient substituer à la domination de la richesse la domination du trône, de telle sorte que la France, au lieu d'un seul tyran, en ait eu plusieurs milliers. Ces volumes sur l'histoire des Girondins, en version même grand public, ne sera pas étranger à ce qui se produira et qui éveillera la classe de la bourgeoisie moyenne qui n'avait pas droit au vote et qui s'intitulèrent eux-mêmes les capacités qui veulent se faire reconnaître. Guizot est le rempart à l'élargissement du droit de vote pour la Chambre des pairs et Chambre des députés. Et de 1846 à 1847, ce sera le moment de la campagne des banquets, organisée chèrement par cette caste qui s'appelle les capacités, qui sont les notaires, les médecins, les avocats et les magistrats. Un banquet interdit à Paris, organisé contre l'avis du pouvoir. Lamartine, à son banquet, qu'il a élargi à la petite plèbe, dira « J'annonce la révolution du mépris ». Et le banquet parisien ne se tiendra pas, mais l'agitation provoquée fait sortir des faubourgs les ouvriers, bien décidés cette fois à ne pas se laisser avoir, comme pour la révolution de 1830 qui installa la monarchie de juillet lors des Trois Glorieuses. La garde nationale appelée pour réprimer cette révolte ne marche pas. Constituée, comme l'avait voulu Lafayette, de gens dits de bien, elle est constituée de bourgeois armés de la nouvelle classe moyenne et qui prend conscience d'elle-même, comme en d'autres temps, la grande bourgeoisie de 1789 l'avait fait. Donc cette garde nationale qui n'a pas de droit de vote, qui n'a pas de droit de vote non plus, se reconnaît aisément dans ceux qui sont quand même de la classe des capacités.
Et le 24 février, lorsqu'elle est appelée à marcher, elle s'y refuse. L'armée royale, déconcertée, n'osera pas non plus tirer sur la garde nationale et refusera de se faire tuer pour réprimer de la classe bourgeoise moyenne. Le roi épouvanté, l'armée ne veut pas tirer, le trône vacille et le roi abdique en quelques heures. Ce 24 février 1848, le pouvoir tombe. Lamartine, qui est sur place et qui a déjà à l'esprit un gouvernement prêt à prendre les choses en main, est réfugié dans une petite chambre où il déclare la Deuxième République. Même s'il aurait préféré ne pas prendre Louis Blanc, il le prend comme un secrétaire. Il sera inclus au gouvernement car il est connu de la plèbe qui scande son nom et qui l'appelle à gouverner. Donc son étiquette de secrétaire, dès le lendemain, aura disparu. Et constitue un gouvernement qu'ils donneront à un vieux qui fut de la chambre des 500 autrefois. Une potiche malléable qui ne sera qu'un prête-nom pour ce gouvernement que Lamartine, avec intelligence, n'aura pas souhaité officiellement présider. Le président sera donc le vieux Dupont de l'Eure, et il y aura auprès de Lamartine, ministre des Affaires étrangères, Leblanc Louis, d'extrême gauche, Lebrun et Blanqui, de gauche radicale, et Marie, avocat de droite, un conservateur. Et pour calmer la plèbe, ils prennent directement un décret sur l'abaissement de la journée de travail, la passant de 12 heures à 10 heures, une énormité pour l'aristocratie financière. Jamais un gouvernement ne s'était occupé d'affaires économiques contre l'intérêt de la haute bourgeoisie. La réaction du patronat sera un blackout industriel. Toutes les usines vont être fermées en protestation. Et plus de 100 000 personnes se retrouvent à l'arrêt. Lamartine propose la création d'ateliers nationaux. Louis Blanc se propose naturellement pour organiser les ateliers nationaux, vu que sa grande idée était l'organisation du travail. En groupant par section, par métier, comme les travailleurs du meuble du Faubourg Saint-Antoine, qu'on essaiera de faire travailler personnellement avec vente directe aux consommateurs. C'est ce que Marie, le conservateur donc, appuyé par le Dreux Rollin, ne veut surtout pas. Ils se disent que si jamais nous arrivons à faire travailler directement un très grand nombre de travailleurs, sans besoin de patronat et d'intermédiaires, ce sera contre nous une levée de boucliers furieuse. Tout ce qui restera est considérable d'intérêt privé et n'acceptera jamais qu'il y ait d'industrie d'État. Alors, sous ce nom fictif d'ateliers nationaux, on va réunir quel que soit le métier des travailleurs pour les appliquer à des travaux de terrassement, leur faire creuser des tranchées qu'on leur fera reboucher la semaine suivante, leur faire creuser des voies, leur faire tracer des voies carrossables sur les bords de Seine, des routes qui n'existeront jamais car l'empirement n'arrivera jamais. Et il faut faire travailler à rien d'efficace pour que les ateliers nationaux ne soient pas un danger pour les intérêts privés car ils ne produiront pas. Goucho, un banquier israélite, ministre des Finances, organise lui-même la fuite des capitaux. Et Lamartine, pour payer les travailleurs des ateliers nationaux, doit remettre 40 centimes par tranche de 1 franc. Les travailleurs des ateliers nationaux sont payés 1,50 franc par jour. Et donc il doit augmenter les impôts de 50% pour subventionner les ateliers nationaux. Les élections sont prévues le 23 avril 1848. Et on fait comprendre aux malheureux ouvriers que s'ils votent mal, vu qu'ils sont payés par le gouvernement à 1,50 franc, il supprimera les subventions s'ils ne font pas les bons votes. Le tort de Lamartine est de ne pas avoir su intervenir dans la désorganisation des ateliers nationaux, car lui, ne voulant que garder le contrôle du peuple pour garantir sa république. Blanqui, en entretien avec Lamartine, lui accordera sa confiance, comprenant qu'en 15 jours, il se doutait que les choses ne pouvaient se faire. Et des conversations remontées par des témoins directs rapportent les dires des travailleurs.
les travailleurs des faubourgs qui mettent 3 mois de misère à disposition de la République. Mais après, ils marcheront. Tocqueville rapporte l'épouvante que représente un Louis Blanc dans un gouvernement républicain pour les bourgeois, les banquiers, les affairistes, les grands commerçants et châtelains aristocrates. Mais les élections arrivant, il dit savoir qu'il n'est pas inquiet, car il sait comment fonctionne le vote universel, et lui-même conduira ces gens et ouvriers des régions rurales en masse par 4, voter comme il leur dira, jusqu'à amener chacun un bulletin de vote à la main qui leur aura convaincu à sa faveur à mettre dans l'urne, et que partout en France, d'autres notables feront pareil. Les notables et châtelains, les possédants, connaissent l'élection. Lamartine rassurera en refusant le drapeau rouge, l'étendard de la loi martiale, tendu par Blanqui sur lui, en lui disant « Le drapeau rouge n'a jamais fait que le tour des champs de Mars, alors que le drapeau tricolore a fait lui le tour de l'Europe, pour la gloire de la France. » Les élections du 23 avril dépassent les attentes des notables et ce qu'on pouvait imaginer, comme telle publicité pour les conservateurs. Les prolétaires se disent Lamartine est pour nous, et les bourgeois conservateurs pensent au fond il est comme nous quand on a 4 châteaux. Adoni, un austropoussien diplomate français des plus parisiens, écrit dans son journal le 5 mars 1848. Aujourd'hui, nous sommes tranquilles, grâce à la tartine de paroles dont Lamartine nourrit le bon peuple de Paris. Lamartine a la puissance populaire, mais il est là pour l'orienter comme il faut. On peut lui faire confiance, cet homme imposteur à notre service. Les nouveaux députés arrivent à Paris et les conservateurs sont prêts à lui donner tout ce qu'il veut. De prendre le titre qu'il voudra, ils sont prêts à le nommer dictateur. De faire un consulat, se nommer consul pour être mieux accepté, mais Lamartine refuse. Il ne veut pas d'un gouvernement provisoire, il veut une commission exécutive en attendant le vote d'une constitution. Il veut un gouvernement exécutif formé de 5 personnes. Louis Blanc, trop rouge, sera écarté sous prétexte que l'élection législative a été conservatrice. Lamartine accepte de rentrer à la commission exécutive si Ledru-Rollin accepte de rentrer avec lui. Ledru-Rollin, un député radical qui n'en a que le nom. Et il sera élu 4e sur 5e. Il a perdu de sa notoriété auprès des députés qui se méfient de lui à cause de son refus précédent. La revue catholique, Le Correspondant, publiera Monsieur Lamartine a manqué sciemment et délibérément à la volonté de la nation, comme si la volonté de la nation avait voulu qu'il fût dictateur au bénéfice de la bourgeoisie. Décret voté mis en place par la commission exécutive. Il demande une augmentation sérieuse du traitement des instituteurs, au même niveau que les prêtres qui sont payés 1200 francs au lieu des 600 francs. Les instituteurs commencent à être très mal vus, car certains conscientisent les petits prolétaires. La suppression du remplacement militaire, la nationalisation des chemins de fer et des assurances, la mise en place de l'impôt sur le revenu. Les usines ne réouvrent pas leurs portes, tant que le temps de la journée de travail n'est pas du goût du patronat. Fallou et Montalembert, deux cléricaux, veulent se servir des ateliers nationaux contre Lamartine, en votant leur suppression et faire supprimer la subvention vitale pour les faubourgs des 1,50 francs, afin que les ouvriers affamés soient poussés dans leur détresse et les faire lever des barricades. Une république ne peut accepter le désordre. Ils veulent de ce fait contraindre Lamartine à réagir contre la plèbe et faire chuter la République. Lamartine est conscient de ce qui se trame et fait nommer un homme qu'il avait déjà promu et le nomme en le nommant général de brigade, c'est Cavaignac.
le frère d'un journaliste républicain. Cavaignac est gouverneur en Algérie et il le nommera ministre de la guerre. Il lui demande de faire rentrer discrètement 60 000 hommes qui devront rester dans les casernes, prêts à agir, et à entourer les faubourgs avec du canon. Si quand Fallou passera à l'action pour garantir qu'avec la peur, la plèbe reste tranquille et éviter un nouveau désastre à la République, un nouveau bain de sang. Le 23 juillet 1848, Fallou fait voter son projet et le 24 juin 1848, les faubourgs sont en insurrection. Et Cavaignac, qui trahit Lamartine, est introuvable. Il s'est arrangé avec Montalembert et Fallou et ils font sortir la troupe une fois que les barricades sont levées. L'affrontement est rendu inévitable. Hugo se rendra voir Lamartine, lui demandant « Mais où est Cavaignac ?» Et Lamartine répondra « Je ne suis pas ministre des armées, je ne suis pas ministre de la guerre. » Le 24 juin, la Chambre fait donner les pleins pouvoirs à Cavaignac. C'est une dictature militaire. Votant un seul article, c'est la dictature Cavaignac. Lamartine, c'est fini. Lamartine sous son cheval blanc, reconnaissable avec une étoile sur le front, Sirius, il tente de se faire tuer, mais reconnu et ayant la confiance des faubourgs, il sera épargné. Même encore aujourd'hui, de nos jours, la droite continue de dire que c'est une révolution communiste. Et encore le mensonge persiste, alors que véritablement, c'est des faubourgs qui s'enfermaient chez eux, sans intention de les piller Paris. Barricadés dans leur faubourg, ils demandent d'être tués ou qu'on leur donne à manger. Tuez-nous ou donnez-nous à manger, disait-il. Cavaignac fera tirer à boulet rouge sur les faubourgs, et plus de 30 000 seront tués, et nombreux seront envoyés mourir dans les Comores et Seychelles, déportés. C'est la première leçon donnée au prolétariat pour leur apprendre à rester passifs. C'est un recommencement du 27 juillet 1794 qui correspond à ce 24 juin 1848. En 1849, des élections qui maintiennent encore le suffrage universel. Élection pour l'Assemblée législative de 1849. Première chambre, 750 membres. 600 conservateurs, 150 républicains. Et dans la chambre élue de juillet 1848, il y aura eu 220 élus de gauche. Un remplaçant à Cavaignac, un neveu de Napoléon, un bâtard qui se fait passer pour son neveu, Louis-Napoléon Bonaparte, qui sera élu avec 5 millions des suffrages le 10 décembre 1848. 2,5 millions pour Cavaignac et 18 000 pour Lamartine. Les grands notables sont inquiets à cause de son livre qu'il a écrit en prison, qui s'intitule « L'extinction du paupérisme ». Ils veulent le remplacer après son seul mandat, qui constitutionnellement n'est pas renouvelable. En 1850, Thiers est celui qui constitue ce grand homme des conservateurs de l'Assemblée législative. 2 mesures sont prises. La loi Fallou. Fallou se préoccupe d'enseignement, loi de liberté, loi Fallou, entre parenthèses, loi napoléonienne, décide l'abandon de l'enseignement universitaire et permet à l'Église d'ouvrir des écoles catholiques, et que l'enseignement de l'État étant préservé, passera sous la surveillance ecclésiastique, car toutes les académies seront présidées par l'évêque, et qui lui donne un pouvoir de révocation sur tous les instituteurs, un contrôle sur l'enseignement de l'État, et le but d'enseigner aux pauvres la résignation. Bien d'autrui tu ne prendras pas, telle est la seule loi du christianisme, c'est ce qu'annonce de Montalembert à la chambre de l'Assemblée, de la chambre des députés. Donc la loi Fallot du 15 mars 1850 pour contrôle de l'instruction. Thiers obtient une opération, il a fait disparaître 3 millions de votants, car il faut pour voter une inscription au rôle de la taxe personnelle et une domiciliation de 3 ans. Ce qui est impossible pour des saisonniers, et c'est la République censitaire qui est pratiquement réalisée.
Napoléon va faire réviser la Constitution pour pouvoir être réélu après son mandat de 4 ans. En 1851, une équipe autour de Romieux vise les campagnes. Deux articles pour promouvoir Napoléon. Louis Bonaparte, à leur intention. Un article, le premier, c'est l'ère des Césars, qui est une allusion à la paix romaine amenée par Auguste César. Et l'article qui dira « César est à Versailles et c'est Napoléon, maintenez-le ». Le deuxième article, c'est le spectre rouge. Et l'intention étant de faire peur aux ruraux avec la montée de la peur des communistes. Leur faire peur et leur dire qu'ils s'en veulent à leurs biens, à leurs vaches, leurs fermes, etc. Et le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte chasse les députés comme son oncle l'avait fait avant lui. Le suffrage universel est remis en place. Les petites gens se disent « Mais oui, il est bien avec nous ». Et lors du plébiscite, il aura une majorité écrasante. C'est la fête impériale pendant 15 ans.